Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Titre 1. De la lutte des classes à la lutte des particularismes. A. Centralisme contre sécessionnisme. C'est de l'expression du suffrage des citoyens librement manifesté et clairement établi que résulte le gouvernement du peuple par le peuple, et c'est de la transparence, de la régularité et de l'efficacité des mécanismes de contrôle et de vérification du dit suffrage que le régime de la démocratie est validé. De tout temps, les doutes ont surgi des débats conceptuels sur cette assertion forte, laquelle triomphe des tumultes et caractérise pratiquement tous les systèmes de pensée et toutes les doctrines de gestion politique et sociale. Mais de tout temps également, la contestation sur la pertinence des démonstrations que met en exergue cette présentation n'a jamais altéré sa matérialité concrète, surtout lorsque propulsée dans l'arène des rapports autorité-citoyen, elle renseigne sur le type de régime, le genre de système, les méthodes de gestion et la moralité des gouvernants. L'histoire de chaque peuple a construit à force de mutations et parfois de révolutions, voire de chamboulements et de bouleversements plus ou moins violents, plus ou moins pacifiques, les cadres référentiels des institutions politiques auxquelles il se réfère volontairement ou involontairement. Pourtant, il demeure incontestable que rien sur le long chemin de l'épanouissement des uns, ou de l'asservissement des autres, ne saurait s'imposer comme un acquis définitif de nature à paralyser toute nouveauté dans les exigences d'émancipation. Lorsque les théoriciens des institutions politiques ont cru établir une norme figée, pour l'observation et la compréhension des comportements des sujets de droit par ailleurs bénéficiaires supposés des conventions des libertés, ils se sont souvent heurtés aux réalités nouvelles issues de leurs attentes insatisfaites. A priori, les prononciations radicales, en ce qui concerne l'ordonnancement politique, ont toujours péché par leur incapacité à projeter l'avenir et par leur inadéquation par rapport au renouvellement des générations. Dans la présentation théorique classique, le débat crucial s'est surtout développé entre les idées fortes des systèmes rigides d'une part, et celles libérales des systèmes souples autorisant des écarts assumés par des excroissances périphériques et volontiers contestataires d'autre part. En effet, une fois fixée la dominante institutionnelle d'un pouvoir national enveloppé dans un cadrage étatique, la problématique d'une démarche de détachement voire de séparation n'est pas exclue. Concrètement, on a eu tendance à prendre pour du sécessionnisme la simple demande de rectitude, voire d'équité d'un pouvoir central jugé discriminatoire, inefficace, sectaire et appauvrissant. Les doctrines classiques vouées à la qualification hâtive des mouvements d'humeur des populations ont toujours eu de la peine, parce que paresseuses et chroniquement conservatrices, à percevoir l'essence des ambitions légitimes exprimées par-ci par-là. Pourtant, s'il est une constante qui caractérise les principales évolutions systémiques, c'est la quête effrénée d'amélioration de la participation des citoyens à la conception, l'agencement et la définition objective de leur destin. Le centralisme procède d'un genre de système quasi-absolutiste où l'ordre de préséance dans la détermination des besoins courants du citoyen est d'abord le produit d'une administration hautaine et condescendante ancrée sur un pôle autocratique, dont la distanciation par rapport aux citoyens devient à terme un crime politique. Il s'agit alors d'un exécutif au sommet duquel trône un monarque qui régente, fût-il démocratiquement installé, la vie des communautés sur l'ensemble géographique constitué en État-nation. Ce système est de toute façon péremptoire tant qu'il a pour catalyseur et régulateur un seul individu constitutionnellement hyper-puissant et omniprésent dans toutes les décisions qui engagent le destin des gens. Il va ainsi sans dire que de la performance du système déjà sacré, à tort ou à raison démocratique et d'émanation a priori transparente, dépend la façon dont il est par la suite jugé, auréolé et prolongé selon les conditionnalités constitutionnelles préexistantes et avérées. En fait, l'essentiel n'est pas dans la forme, mais bien dans la gestion de ce qui fait son agencement fondamental, ses règles, les rapports entre ces divers organes, l'arbitrage entre les différents pouvoirs et la dévolution de l'autorité suprême. Il n'y a donc point de préméditation de débordement, ni de contestation automatique, ou de critique par anticipation. Ce qui est sous-entendu et rencontre une relative unanimité au départ, c'est la reconnaissance du caractère sain des mécanismes de gestion ici, tant que le jeu entre les acteurs et les concurrents politiques, avant et après la compétition, n'est jamais biaisé,
ou encore tant que les diverses composantes de l'entité nationale n'ont à se plaindre ni de discrimination ni de marginalisation. Il ne s'agit pas uniquement de la représentation concrète en termes de responsabilité et de présence dans les rouages de gestion du système, il s'agit tout autant de l'accès aux ressources nationales, du bénéfice des fruits du travail et du rendement de tous. Le problème surgit ainsi dans le système centralisé quand ce schéma, voire ce postulat véridique, soit n'existe pas, soit est biaisé dès la fondation, soit malmené et trafiqué à l'épreuve des applications. Les préjudices accumulés et les défaillances mal contenues et exacerbées tendent inéluctablement vers l'explosion. Il faut alors craindre l'irruption de la contestation et de la défiance à l'égard du pouvoir central, avec une volonté affirmée de congédier, voire d'anéantir purement et simplement ces multiples démembrements et relais, traités en excroissance criminogène. L'enjeu qui se profile dans les premiers discours n'est jamais celui qui va se nourrir au fur et à mesure des contradictions des uns et des autres. En somme, les erreurs des calculateurs inintelligents, les diatribes des courtisans payés pour plaire et les envolées allocutives des prétendants au trône suprême dans le système travestissent les ambitions des demandeurs de justice et obscurcissent à dessein les voies des solutions consensuelles et acceptables. Une première remarque qui s'impose cependant concerne l'interprétation des ambitions. Selon les versions et selon le niveau d'honnêteté versé dans le débat, les qualifications peuvent aller d'un simple souhait d'une meilleure gestion des affaires de l'entité nationale exprimée pacifiquement et poliment dans le cadre des lois et règlements établis, à une demande forte d'aménagements institutionnels pour une meilleure représentation des diversités, et jusqu'à une exigence radicale d'éclatement territorial pour l'établissement de cadres étatiques radicalement distincts selon les principes du droit international consacrés par l'ONU. C'est ici qu'intervient l'urgence d'une compréhension des éléments de langage appropriés dont chacun, en ses virgules, épithètes et prononciations, peut signifier une sémantique politique cocasse, révolutionnaire, troublante ou révisionniste. Dès lors que les peuples se mettent dans la mouvance de la contestation du pouvoir central, devenu à leurs yeux un anachronisme non représentatif de leurs attentes légitimes, ils recourent généralement à une lexicologie sous la forme des paliers d'ascenseur. Les choix sont non seulement intenses et pressants entre les options, mais aussi et mieux indicatifs du catalogue d'accusations, de protestations et de dénonciations portées contre les méthodes, les mécanismes et les déviances du pouvoir central. Entre décentralisation, régionalisation et fédération se nouent de multiples agendas qui caractérisent les orientations idéologiques et les préparations politiques. D'une quête initiale de justice citoyenne, on peut aisément glisser vers une construction intellectuelle certes légitime, mais pas toujours minutieusement élaborée, d'un sécessionnisme basé sur des éléments matériels, historiques, culturels et anthropologiques peut-être incontestables. La révolution industrielle consécutive aux guerres obscurantistes et aux souffrances sécrétées par les systèmes monarchiques avait produit la lutte des classes théorisée par Karl Marx et formatée politiquement par Lénine et Mao Tse-tung. La révolution technocratique et l'expansion de la société de consommation, sans rayer définitivement le phénomène de la lutte des classes, ont instrumentalisé la numérisation de la fracture sociale dans tous les sens du terme. Cette numérisation a permis à chaque composante particularisée de mesurer et de comprendre en temps réel, avec des outils de communication et d'analyse vulgarisés, le sens de son destin et la quintessence de ses intérêts dans un contexte précis. Cette prise de conscience entraîne naturellement toutes sortes de projections, accompagnées de possibles exigences jusque-là insoupçonnées. Comment appréhender et comment maîtriser cette réalité, et par ailleurs quel modèle de solution privilégier? B. Le cadre de référence normatif en question. Pour bien situer les enjeux qui menacent la stabilité des États et risquent de perturber durablement les relations internationales, il faudrait commencer par comprendre les instruments qui forment le creuset normatif de la société humaine contemporaine. Des groupes, des clans ou des communautés ne se lèvent pas un matin pour émettre les sons de la contestation et allumer la mèche de la révolution. De même, un État ne décide pas subitement de remettre en cause ses obligations internationales et de semer le doute sur la fiabilité des cadres de travail, voire des principes gouvernant ses rapports avec d'autres États. Ce qui est en débat dorénavant, c'est la perception que les acteurs internes et internationaux,
ont de la qualité, pour ne pas dire de l'impartialité et de l'équité des instruments. Si le Sud-Soudan est devenu un champ de ruines après une indépendance pour laquelle une guerre de libération longue et meurtrière a été menée, c'est qu'il y a quelque part une défaillance dans la façon dont les principes normatifs ayant servi de catalyseur doctrinal pour les animateurs ont été appréhendés, compris et gérés. De même, il me semble capital de s'interroger profondément sur le fondement moral et politique de la démarche du président américain Donald Trump, avant de l'exposer à des critiques dont la virulence frise une certaine désinvolture. 1. Le dilemme permanent entre le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à l'autodétermination, et le droit des peuples à choisir librement leur propre forme de gouvernement. L'exercice peut paraître superflu pour un activiste politique plus adepte de l'action directe que de la maîtrise des données théoriques. Pourtant, nous nous situons au cœur de la problématique qui sème le trouble et justifie que des peuples ou des fragments de nations se mettent en lutte. Le monde a vécu dans une relative tromperie depuis l'indépendance des colonies portugaises d'Afrique et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Avec le triomphe des mouvements de libération nationale en Angola, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, et surtout avec l'accession de la majorité noire au pouvoir à Pretoria, tout le système des Nations Unies s'est enorgueilli d'avoir réussi à faire appliquer une des dispositions importantes de la Charte de l'ONU. En effet, depuis la résolution 1514 relative à l'octroi de l'indépendance aux territoires non autonomes adoptée par l'Assemblée générale peu avant 1960 à l'initiative de l'Union soviétique, jamais on n'avait célébré le succès de l'organisation comme ce fut le cas avec la fin de la colonisation en Afrique australe globalement. Le décor de l'action politique et de la conscience morale du monde s'était limité à la considération superficielle de la proclamation de la fin de la colonisation comme étant la fin des problèmes. On n'a pas craint de fêter l'avènement d'une stabilité éternelle des États-nations. C'était pourtant seulement du droit à l'autodétermination qu'il s'agissait. En somme, ni le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes ni le droit des peuples à choisir librement leur propre forme de gouvernement n'entraient dans le champ concret de considération du bonheur des populations. Renforcé par l'idéologie abjecte de l'intangibilité des frontières consacrées, sacralisée et vénérée par l'Organisation de l'Unité africaine, le droit international classique s'est figé complètement, pendant que toute la réflexion géopolitique planétaire se basait sur la guerre froide pour étouffer les gémissements de nombreux peuples enfermés dans des États-prisons. Dans cette logique, l'Assemblée générale des Nations unies s'est progressivement transformée en outil de validation des injustices graves ainsi que des violations flagrantes de sa propre charte. L'auguste organe plénier de la diplomatie universelle s'est lié les mains et a bâillonné plus d'un peuple, en adoptant par exemple la résolution sur les 7 principes de la coopération entre les États. Le point d'orgue de ce texte réside dans la promotion des principes de non-ingérence d'un État dans les affaires d'un autre. Inutile de révéler que la non-ingérence est devenue la non-intervention, puis logiquement la non-assistance à peuple en danger. 2. Le signal de l'effondrement du mur de Berlin, comme tournant dans la répulsion de l'unicité absolue et inviolable de l'État-nation. L'étude historique de la formation des États-nations montre déjà que ceux-ci résultent, soit de guerres, soit d'accords pacifiques des temps de paix, soit de mutations sociologiques et anthropologiques à partir desquelles des frontières sont déterminées, convenues ou imposées. Aussi peut-on observer que dans le cas des États africains, des puissances coloniales réunies en conférence à Berlin en 1884 ont, par de simples résolutions subjectives, impérialistes et conquérantes, créé les lignes artificielles qui divisent les peuples du continent. Les puissances qui ont conduit les 2 grandes guerres avaient une idée précise de la façon dont elles entendaient posséder le reste de la planète. Si Hitler envisageait d'étendre la domination allemande à l'infini, les accords de la fin de la guerre négociés à Yalta, Potsdam puis Berlin, ne laissaient la place à aucun doute sur ce qu'allaient être les limites géopolitiques et géostratégiques du monde pour très longtemps. Comment dans ces conditions affirmer que le droit international a pu être autre chose qu'un vaste arrangement de truands avides de terre, de matières premières, de ressources naturelles et de richesses indues? Le fait d'avoir conduit les affaires du monde dans un exercice macabre dont les guerres d'Indochine, de Corée,
de même que la crise des missiles de Cuba et les révolutions écrasées de Varsovie et de Budapest ne furent que les manifestations les plus éloquentes, nous renseignent sur le caractère inacceptable autant qu'immoral des arrangements et des principes de ces temps. Ne parle-t-on pas de façon très ordonnée et stratégique d'équilibre de la terreur pour mieux représenter le contexte, les enjeux et les perspectives sombres au cas où une quelconque rupture brutale interviendrait du fait d'une mésentente entre les larrons? Mais quel est ce monde abusivement catalogué de pacifique qui vit dans la peur et sous des parapluies nucléaires, par-ci par-là? Les nouvelles générations en étaient presque à oublier l'origine de la formation de certains États, lorsque survint la brutale mutation politico-idéologique dans le vaste État-continent appelé Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. En déclenchant la perestroïka et la glasnost, transparence et démocratisation, le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a pris une décision capitale pour réorienter, réformer et restructurer une grande puissance fatiguée, affaiblie, appauvrie et en perte de vitesse. Cet homme d'État courageux et intelligent est loin de soupçonner qu'il vient de poser un acte qui va transformer complètement le monde, changer le cours de l'histoire de l'humanité, et bousculer de multiples acquis normatifs jusque-là intouchables. La principale conséquence n'est pas en réalité l'effondrement du mur de Berlin. La principale conséquence se situe véritablement ailleurs, dans le recouvrement de leur indépendance, de leur liberté et de leur dignité, par de nombreux peuples jusque-là enfermés de force dans la galaxie de la super-hyper-puissance du grand frère et chef de file du camp socialo-communiste. Les enfants qui commencent à peine à se nourrir de l'histoire du monde, les étudiants des relations internationales, les spécialistes de la géopolitique un temps formatés et givrés par le discours de la stabilité diplomatique, sont obligés de se rendre compte que la quête d'indépendance demeure une vitalité et que des cris demeurent inaudibles. En effet, il ne s'était agi ni d'union ni de convention pacifique, mais d'annexion par la force. Ce sera ensuite le tour de la Fédération de Yougoslavie d'éclater et de laisser s'émanciper quelques peuples comme des serpenteaux brisant une coquille commune. L'onde de choc que libère la révolution contemporaine soviétique n'a pas seulement pour effet de recomposer l'équilibre des rapports de force entre les blocs et de mettre en débat tous les acquis et outils diplomatiques de la guerre froide, le socle du droit international classique sera aussi atteint. S'il faut admettre comme fondamental le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, il faut sans aucun doute revoir les bases de la construction de la coopération entre les nations-États. Le débat va loin et interroge dorénavant le concept même d'État-nation. Ne faudrait-il pas parler plutôt de nations-États ? Dans la mesure où toutes les entités territoriales sont susceptibles de subir des secousses venant des peuples en leur sein, comment évacuer aussi facilement la question de la légitimité de leurs ambitions et aspirations, sans écorcher leur droit d'arbitrer par rapport à leur destin ? C'est une communauté humaine, un groupe, compte non tenu de son importance numérique, qui clame sa différence. De cette différence, le groupe érige des attentes et annonce des perspectives. Il n'y a plus d'intangibilité des frontières, tout comme il ne saurait continuer d'exister des principes et préceptes inviolables. La question de la prééminence se pose donc, et astreint le droit international à se moderniser, à mieux appréhender les évolutions qui se manifestent en laissant éclater des failles dans la prononciation antérieure de la stabilité. L'autodétermination n'a pas signifié la gestion du peuple par lui-même, parce que les normes internes arrangées et imposées par les systèmes autocratiques, même teintés de fausses couleurs de démocratie, ne correspondent pas aux exigences des normes internationales dans l'absolu. Or, l'absence de réactivité forte de la part des promoteurs des normes internationales traduit une inacceptable défaillance nouée autour des complots, voire des compromissions des grandes puissances tenancières du veto sur l'articulation globale du destin de toute l'humanité. Ainsi donc, le droit n'a nulle part été un droit des gens, et la politique, comme la diplomatie, n'a été autant au service des peuples. La conséquence logique, c'est que les manifestations des mécontentements des peuples, d'abord traitées en expression de subversion puis assimilées à une forme de terrorisme, pourfendent en réalité les positionnements conservateurs et exposent l'inadéquation des offres institutionnelles face aux attentes citoyennes. De ce décalage devenu fracture à force d'insensibilité des gouvernants, émerge chez les plaignants une énergie féroce et irrésistible qui consacre le triomphe de la légitime défense.
Prenons les cas de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, la Fédération de Yougoslavie et dans une certaine mesure, le cas de l'ignominieuse Union française en 1958. Tous ces exemples magnifient une soumission forcée des peuples et une gestion sans procuration de leur destin. Cette gouvernance d'asservissement et d'enfermement aboutit inéluctablement à produire une nouvelle marche du monde dont les normes sont encore en cours de précision, de définition et de concision. C. Mutation permanente du totémisme identitaire et exigence cyclique de refondation institutionnelle. De façon irrémédiable, le genre humain est changeant, vertueux, complexe et capricieux. Que l'on s'installe dans une parfaite tranquillité sur n'importe quelle affaire, sur n'importe quelle surface et avec n'importe quelle idée de soi ou de la nature, il y a un moment où surgissent des interrogations douces, brutales, suspectes ou troublantes. La science ne serait qu'un mur de béton figé et impénétrable, si les laboratoires cessaient de fonctionner, les chercheurs de s'activer et la technologie de progresser vers des transformations toujours plus audacieuses. 1. La vacuité du fantasme des frontières. Comment se sont formées les planètes actuelles, les continents, les aires géographiques connues et fréquentées qui forment la source des études géopolitiques? À la réalité, les recherches se poursuivent et chaque jour déverse son tas d'explications, de suppositions, de thèses et d'hypothèses. Ce qui demeure cependant le creuset d'un consensus entre scientifiques de tous les bords, c'est la certitude que les continents actuels ne furent pas de tout temps aussi séparés ou ne furent pas limités, bordés ou délimités comme ils le sont aujourd'hui. Lorsque l'on observe la presque continuité territoriale entre le Maroc et l'Espagne, lorsque l'on analyse la formation des principaux détroits à l'instar de celui d'Ormuz ou de celui de Gibraltar, on n'est que plus interloqué sur la façon dont ils ont pu être créés par des phénomènes climatiques naturels sans interférence humaine. En somme, même les îles ne rassurent en rien sur la continuité territoriale. Et rien ne dit que les États insulaires, en commençant par le plus impressionnant de tous qu'est l'Indonésie, resteront indéfiniment dans la même configuration spatiale, maritime et territoriale dans 100, 500 voire 1000 ans. Que des batailles et des passions ardues se développent en prenant appui sur des territoires, simple configuration, formation géographique résultant des mutations climatiques dans le temps, nous rappelle que les sources de tensions, de conflits et de guerres peuvent se trouver partout. Logiquement, personne ne conteste aujourd'hui la réalité des intérêts adossés à des idéologies qui caractérisent les centres de pouvoir sur notre planète, mais ce qui est patent, c'est la probabilité qui existe toujours, de voir survenir un chamboulement qui remet en cause les idées reçues à ce sujet, ou tout ce qui a pu être considéré comme des acquis presque inviolables. Si les gouvernants sont conscients du fait, ils sont néanmoins très réticents de donner suite à des revendications, fussent-elles légitimes, qui sont susceptibles de contrarier leurs calculs stratégiques. Les expériences contemporaines apportent des preuves saisissantes sur la façon dont des constructions géographiques tout à fait opportunistes ont résisté au temps et aux querelles. Lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, fait de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation un tabou inviolable, elle est consciente de protéger avant tout des intérêts stratégiques articulés sur des réalités géopolitiques dont elle n'est pas à l'origine de la maturation. Il s'agit en fait de données dont elle n'a en réalité aucune maîtrise. Le dépaissement du continent par les puissances coloniales ne s'était pas fait sur la base d'un cantonnement homogène correspondant à des réalités anthropologiques. Qui pouvait parmi eux nous considérer autrement que comme des objets à classer sans aucun égard dans des caisses méformes? Les salauds assis autour de la table avaient à cœur de se donner des zones d'influence où leur autorité permettrait de régenter l'exploitation des ressources naturelles et de s'assurer le contrôle sur les trafics maritimes, aériens et terrestres. Les immenses gisements miniers et les bois précieux avaient plus d'importance que les sauvages, à qui on contestait même le foyer naturel. Les indépendances intervenues dans la préservation de cette logique ne pouvaient qu'être souillées, arrangées et organisées de façon à préserver les acquis des puissances coloniales. On doit reconnaître qu'au regard des débats houleux qui se mettent en place au sein de l'Assemblée générale de l'ONU dès 1958, pour exiger l'indépendance des territoires et des peuples non autonomes, il y a d'énormes malentendus qui s'expriment sans détour. Si les pays du camp socialiste font pression pour l'accession des peuples opprimés à une autonomie complète,
Les Européens, en commençant par la France, formulent des pistes qui aboutiraient non pas à une véritable libération, mais davantage à la constitution de républiques bananières où ils détiendraient l'essentiel de la domination politique et de la mainmise économique. Voici qui nous ramène à une vérité bien trop simple, mais qu'il demeure toujours difficile d'avaliser pour certains. En somme, les rédacteurs de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, même très versés dans des humanismes déclaratoires, n'entrevoyaient pas une homogénéisation effective de la condition juridique et politique des différentes nations et des différents peuples. Il ne suffit pas de se référer à la seule articulation du Conseil de sécurité pour s'en convaincre. En effet, c'est l'ensemble de la philosophie portant le projet qui était vicié. Le fait de se garder de prôner une vraie force internationale n'avait pour but que de laisser en libre pâture les peuples périphériques à la merci des puissances impérialistes. La restructuration des rapports mondiaux, en somme la construction ou la reconstruction de nouvelles règles, de normes nouvelles au regard de l'expérience foireuse de la Société des Nations, était promue à un destin plus équilibré et plus juste. On disait ou on voulait soutenir avec fierté que les nouvelles institutions sorties des réflexions des vainqueurs de la guerre ultra-meurtrière de 1939 à 1945 apporteraient plus de paix, de contrôle et de confiance dans les relations internationales. Non, les déclarations des droits, autant pour les individus, les États que les peuples, laissaient malicieusement de côté tout un pan du monde au creux de la vague. Officiellement, l'ONU devait consacrer des limites fermes pour l'autorité des États membres et les termes de référence de l'expression ainsi que de l'expansion éventuelle de leur souveraineté. Dans la pratique, le pouvoir de faire et de défaire le monde, la faculté d'oppresser et de libérer les autres peuples, tout comme le droit de faire la guerre et de faire la paix pour ainsi dire, restait l'apanage d'un petit groupe de puissants dotés de l'arme nucléaire. Comment dans ces conditions envisager l'idée d'une définition, ou même simplement d'une projection effective des frontières? Qui commandait les océans, les mers, le ciel, l'espace atmosphérique et l'espace extra-atmosphérique? Les frontières, dans les faits, étaient d'abord vues sous l'angle de la projection, de la stabilisation et de l'équilibre des intérêts des grandes puissances, au gré des jeux et des enjeux géostratégiques. 2. Les frontières expriment surtout les capacités polyvalentes des États-nations, ou les ambitions et les rêves des peuples. Deux questions illustrent d'ailleurs à souhait les contradictions de la théorie des frontières, parce qu'il ne suffit plus ou pas seulement d'interpeller les peuples qui expriment une identité conflictuelle par rapport à l'identité, ou aux identités de pure convention institutionnelle et politique. Il faut situer le travail d'argumentation dans tous les domaines des préoccupations et de validation des intérêts nationaux. Nous allons ainsi évoquer la question de la maîtrise de la technologie nucléaire d'une part, et celle de l'exploration et de l'exploitation des grands fonds marins d'autre part. L'adage selon lequel la Terre appartient aux premiers occupants n'a jamais été aussi juste que dans ces deux cas, même si au fond, on a essayé de transcender sa fonctionnalité concrète pour en faire un simple humour populaire. Prenons le traité de Moscou de 1963 sur la non-prolifération des armes nucléaires. En fait, cet instrument conventionnel qui créait une complicité impérialiste de fait entre les quatre puissances nucléaires de l'époque, en l'occurrence la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, n'était rien d'autre que la manifestation d'une volonté de déterminer une frontière qualitative dans l'expression de la souveraineté technologique et militaire des différentes nations de la planète. On définissait clairement jusqu'où, avec quoi et comment chaque État pouvait faire prévaloir des capacités techniques et scientifiques et les exploiter. Nous savons dorénavant comment ce traité, aujourd'hui tombé en désuétude, a été utilisé pour perpétrer la colonisation, l'impérialisme outrancier et une certaine discrimination clientéliste dans les relations internationales au gré des alliances géostratégiques. Patiemment, mais résolument, les nations ont outrepassé les vieux interdits pour s'émanciper de ce traité absurde en bousculant l'ordre établi, n'hésitant pas d'en appeler à une interprétation révolutionnaire du droit international. Tout ce qui reste de ce traité procède d'une réminiscence des batailles d'arrière-garde, menées par des conservateurs muets et inutilement belliqueux. Les coups de semonce diplomatiques dirigés contre la Corée du Nord ou encore contre l'Iran ne font pas oublier que l'Afrique du Sud de l'apartheid, Israël,
le Pakistan et même le Brésil ont prospéré tranquillement comme puissance nucléaire sans soulever des objections de la part des seigneurs du cartel des donneurs d'ordre du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Irak de Saddam Hussein en fut empêché brutalement avec la destruction de son centre expérimental pourtant construit par l'un des maîtres, la France. Rien n'empêchera le Nigeria et bien d'autres encore d'y accéder. Il est d'ailleurs bon de rappeler que Taïwan, avec la complicité, voire l'accord ouvert des États-Unis, possède ce jouet destructeur. L'autre point d'ancrage de notre démonstration concerne l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. La question est apparue au grand jour, et avec un certain mysticisme géopolitique, dans les débats au sein de l'Assemblée générale des Nations unies au cours de la décennie 1970 à 1980. Nous devons à la crise pétrolière déclenchée comme conséquence de l'embargo décrété par les pays arabes contre les puissances occidentales accusées de soutenir Israël, la prise de conscience des richesses des grands fonds marins. Parce que la problématique de la recherche des substitutions aux sources traditionnelles d'approvisionnement en matières premières se pose subitement avec une certaine acuité, on évoque ces nouvelles destinations. Dès lors, le débat sur la propriété des richesses des grands fonds marins enflamme les relations internationales. En fait, on assiste à un chantage en règle des grandes puissances occidentales, lesquelles vantent le potentiel illimité des nodules polymétalliques qui reposeraient en quantité illimitée dans les fonds marins. Ces nodules, présentés comme de petites boules composites, contiendraient du cuivre, de l'or, du diamant, de l'étain et bien d'autres matières précieuses. Le dilemme et le doute apparaissent sur les intentions des lanceurs d'alerte concernant ces fameuses richesses plutôt extravagantes, lorsque l'on fait vite de préciser que pour accéder à ce trésor, il faudrait une technologie pratiquement exceptionnelle et des coûts d'exploitation extraordinaires dont seule une poignée de nations riches est capable. Il s'agit alors, pour les promoteurs de ce mauvais piège incantatoire, d'amener les fournisseurs de matières premières du Sud à montrer patte blanche et à faire amende honorable en diminuant leurs prétentions. L'équation à laquelle l'on assiste peut se résoudre en ceci. Si vous vous amusez, vous allez bientôt utiliser vos matières premières vous-même, parce que nous allons les remplacer par les autres venant directement et gratuitement des fonds marins. Parlez encore. Le jour où vous allez manger votre cuivre et votre diamant arrive. Même le chocolat, même le café, on pourra s'en passer. Nos scientifiques travaillent ardemment pour trouver des substitutions. Les premiers résultats sont plus qu'encourageants. La suite a été un flop retentissant, presque une honte puisque personne n'en parle plus, alors que les débats avaient atteint un niveau de passion étincelant non seulement dans les instances onusiennes, mais également dans les écoles du droit international. On se souvient des formules très dures utilisées en doctrine pour traduire l'espèce de guerre entre les contestataires et réformateurs du Sud et les autres. Les promoteurs de l'exploration et de l'exploitation des grands fonds marins dans l'optique d'un défi au courant d'échange traditionnel des matières premières ont échoué, mais l'esprit et le principe autant que les fondements moraux et intellectuels demeurent. L'au-delà du savoir et de la connaissance ne se situe pas dans une appréhension première, brutale et passive des faits et des choses. Il dépasse la volonté des gens et des nations, et émerge comme un opportunisme souverain, constant et progressiste. 3 grands axes des jeux et des enjeux subséquents. Ceux qui s'évertuent à s'accrocher au concept d'unicité des États, en voulant enfermer, voire condamner les peuples révoltés dans des enclos artificiellement consacrés, se trompent. Il faudrait donc croire qu'adopter cette attitude, c'est sans aucun doute mal comprendre la sociologie des constructions géopolitiques sur la base desquelles se fondent les relations internationales contemporaines. D'abord d'un point de vue essentiellement normatif, et ensuite d'un point de vue radicalement historique. Dans la formulation de la théorie générale de la reconnaissance d'État, une grande liberté est laissée à l'appréciation individuelle et discrétionnaire des uns et des autres. L'entendement classique aboutit à créer une autre liberté toute logique, celle de disposer de moyens suffisants pour imposer ses vues et s'octroyer des droits un peu partout. Pourquoi la résolution relative à l'octroi de l'indépendance aux territoires et peuples non autonomes devait-elle naturellement concerner aussi une pléiade d'îles des Caraïbes, du Pacifique, de l'océan Indien et des Antilles? Mais on a triché, on a feint d'ignorer pour ensuite laisser les mains libres aux puissances impérialistes d'attacher de force ces espaces à leur territoire. Et lorsqu'il a fallu insister comme dans le cas des Comores,
l'affaire est devenue un enjeu des alliances diplomatiques. Même les institutions diplomatiques africaines qui avaient résolument pris position pour réclamer la souveraineté pleine et totale sur l'île de Mayotte confisquée par la France sont entrées dans les rangs avec le temps, abandonnant la demande au fur et à mesure que les républiques bananières sous influence française ont dominé les débats et éteint les progressistes. Les États-Unis n'ont pas fait différemment avec les Açores en plein océan Pacifique, confisquant la souveraineté du peuple indigène des lieux, selon un marchandage avec le colonisateur portugais. En fait, ce sont encore la dimension du canon, la consistance des capacités de financement et l'épaisseur du PIB qui déterminent les frontières réelles que s'imposent les États et dont ils imposent le respect. Pendant longtemps, on a refusé de voir une différence entre les États membres de l'ONU. Mais lorsque le phénomène de la majorité automatique, exprimant un pouvoir de blocage des États du Sud s'est fait suffisamment bruyant et gênant pour les intérêts des grandes puissances, principalement des États-Unis, la notion de micro-État a vu le jour. Le président américain Ronald Reagan, fraîchement arrivé à la Maison-Blanche en 1981, n'a pas de mots assez durs pour exprimer ce qu'il considère comme une réalité inacceptable. Le président conservateur républicain estime que cela relève de l'illogisme, de traiter une portion de terre d'à peine 100 km² comme on traite les États-Unis ou la Russie. Les théoriciens qui accompagnent cette colère vont ainsi développer une doctrine qui soutient alors que l'on devrait sérieusement envisager de créer une Organisation des Nations Unies à deux vitesses. L'enjeu ici tourne autour de la qualité des alliances que génère cette multitude d'États pauvres, mais qui disposent néanmoins du même droit de vote que la France ou la Grande-Bretagne au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Si ces petits États dont Ronald Reagan se moque ouvertement à la fois pour leur instabilité, leur pauvreté et leur indigence, pouvaient s'assagir définitivement en adhérant à l'idéologie libérale et en s'attelant au camp occidental, alors la question de leur existence en tant que membres de plein droit et à part entière ne se poserait pas. Si votre présence à l'ONU est pour être de notre côté et voter toujours pour nous ou avec nous, c'est bien. Mais si c'est au contraire pour vous aligner avec les communistes, nos ennemis, et voter contre nous avec eux, c'est grave, c'est inacceptable. Nous ne regardons votre petitesse, et ne tenons compte de votre pauvreté et de votre indigence que lorsque vous prenez des libertés avec le respect que nous estimons être en droit d'attendre de vous, parce que nous contribuons gros, payons pour les missions de maintien de la paix, et versons des contributions volontaires immenses au PNUD pour des programmes dont bénéficient vos populations. Titre 2. Inévitabilité d'une dynamique conflictuelle, comme résultat des imprécisions et des omissions normatives. Introduction. Le monde n'est plus seulement en panne de mécanismes de sécurité collective effectifs. La communauté des êtres humains ne souffre pas seulement des faits et des méfaits des gouvernants. La guerre n'est pas simplement devenue une vue de la probabilité d'un avenir proche, parce que la fatalité ou une sorte de malédiction divine aurait pris le pas sur les espoirs de bien-être et d'entente universelle. Il y a au fond une base de données historiques tout autant psychologique que matérielle, que nous devons revisiter, rassembler, interpréter et analyser pour comprendre. La guerre est-elle inévitable ? Les dictatures sont-elles un mal nécessaire ? Qui gouverne réellement le monde ? Pourquoi les peuples sont-ils encore dans la logique de revendication de leur dignité et du droit élémentaire à la reconnaissance d'une identité spécifique ? A. Regard sur les fondements moraux et politiques de la structuration actuelle des mécanismes de la coopération entre les États-nations. Heureux tous ceux qui, ni par leur formation, ni par leur métier, ni par un statut familial ou social quelconque, ne s'encombrent point des intelligences expertes sur les affaires du monde. Les guerres, les crimes de toute nature, les aventures aux conséquences souvent pernicieuses, les ruses cruelles des seigneurs des mers et les ordres cachés et trop souvent cyniques des souverains, sont à la source des efforts entrepris au fil des siècles pour essayer de conférer à la communauté des êtres humains un cadre de référence, des codes de conduite et des normes consensuelles de comportement. Aussi longtemps que les espaces existeront et que les uns et les autres voudront les conquérir, les dominer et les tenir, des conflits surgiront, des drames s'ensuivront, et des efforts de paix émergeront avec plus ou moins de chances de réussite. Notre monde,
par allusion au système actuel de l'Organisation des Nations Unies, a connu des moments terribles de destruction, de crimes et de souffrances insoutenables. À chaque fois, il est apparu très clairement et très précisément qu'une puissance avait pris l'initiative de se faire souveraine et commandeur par rapport aux autres. Nous n'allons plus évoquer l'unilatéralisme et l'isolationnisme, qui ont constitué les vecteurs problématiques de la plupart des situations conflictuelles. Il faudrait davantage se situer à une étape plus proche, celle qui voit émerger la volonté de créer une organisation des Nations Unies pour les besoins d'une stabilisation des relations entre les puissances. Un vainqueur, vaincu et laissé pour compte. Qui fait quoi, pourquoi et pour qui en 1945 ? Il est très important de se poser ces questions aujourd'hui, et d'essayer d'y apporter des réponses. C'est très facile de disserter à longueur de journée sur le terrorisme, sur les carnages causés par les bombardements de la coalition américano-saoudienne à Mossoul et en Irak, ou encore sur les viols et les charniers à l'est de la République démocratique du Congo. Tout cela doit avoir une même ligne conductrice qu'il serait intéressant de mettre en évidence. La description et le racontard sont, de facto, des formes de paresse de l'esprit qui caractérisent surtout ceux qui ont horreur de la vérité. Lorsque les négociations s'engagent après la guerre, il est question de redonner un visage humain aux États-nations, de créer les conditions pour mettre fin à la tricherie, à la provocation, aux suspicions et aux doutes. La guerre avait été le résultat d'un enchaînement de négligences cruelles et d'un certain nombre d'imperfections dans les articulations institutionnelles et normatives de la Société des Nations. On n'avait pas pensé à nombre de choses ni cherché à constituer véritablement les termes de référence généraux qui aideraient à programmer le développement humain, au-delà des seuls soucis de sécurité et de protection par les armes. Cette fois-là, on voulait faire vrai, faire solide et penser l'avenir. Les discussions furent ardues et à plusieurs reprises, on frisa le découragement et la résignation. Mais il n'y avait pas vraiment d'autre choix que la formulation d'un cadre organisationnel acceptable sinon consensuel, pour le minimum des ambitions de paix. On avait connu la guerre, on avait vu ce que la folie d'une puissance arrogante pouvait faire de mal, on savait dorénavant ce que pouvait générer la multiplication et la dissémination des armes pour le destin de l'humanité. Il fallait y mettre fin. La description la plus saisissante peut se résumer à cet adage selon lequel il faut le travail et la sueur avant les récompenses, c'est-à-dire que pour manger en toute tranquillité et en toute conscience, il faut travailler et s'assurer que l'on mérite son repas. Donc, autour de la table en 1945, ceux qui ont droit au festin sont ceux qui ont fait la guerre et l'ont gagnée. Il faut s'entendre sur le gouvernement du monde. Qui aura quoi et selon quels termes, pour quel gain réel et quelle tranquillité dans ses ambitions et rêves. Les gens qui sont assis se connaissent et malgré tout, se méfient les uns des autres. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est sauf, c'est-à-dire clairement que personne ne fera rien qui puisse lui conférer la possibilité, voire la liberté de dicter aux autres. Voilà comment naît le droit de veto. Le Conseil de sécurité ne l'est en réalité que pour les absents, les soumis, les dormeurs, les colonisés et les retardés manipulables et corvéables à souhait. Il y a dans l'intelligence de la situation un certain nombre d'acquis irrésistibles. La Révolution française avait accouché d'un catalogue de principes et d'orientations sociales et politiques qui ont marqué la conscience humaine. La Déclaration des droits du citoyen n'a laissé personne indifférent, ni aucun peuple averti insensible. L'indépendance des 13 colonies d'Amérique du Nord qui, après une guerre civile effroyable, a accouché d'une constitution aussi libre et aussi transparente que possible sur les droits et les libertés, a formé un socle inamovible et inaltérable. D'un autre côté, la révolution bolchevique a montré ce que des mouvements, partis des classes populaires avec l'aide d'une bourgeoisie elle-même révoltée, peuvent engendrer comme société et surtout comme idéologie. La Chine communiste est présente pour annoncer au reste du monde que les libertés, entendues comme outil d'épanouissement laissés à la merci de monsieur tout un chacun, sont une très mauvaise chose. Il faut penser autrement. Ce décor est loin de favoriser un vrai travail d'équipe où l'on investit toute sa pensée, toutes ses idées, toutes ses croyances, tous ses soucis et tous ses espoirs. Donc, si tous sont déterminés à reconstruire ou à créer des mécanismes plus sains pour la gouvernance mondiale, et ce dans tous les sens du terme, tous se méfient d'aller trop loin.
On craint particulièrement du côté de l'Union soviétique, l'alliance de fait qui s'exprime entre les Européens et les Américains. 2. Valeur des uns et perdition des autres, ou alors normes du centre et normes de la périphérie. Voyons, on a tout misé sur l'empêchement et la mise hors la loi de la guerre. Les peuples rassemblés au sein de l'organisation vont conjurer à jamais la guerre, éviter les conflits de grande ampleur. En fait, de quel peuple s'agit-il surtout, alors que les 2/3 du monde restent coincés dans une forme d'arriération et de colonisation? On a ménagé la chèvre et le chou, pragmatisme de circonstance oblige donc. Le préambule de la charte est un beau texte à faire pleurer la statue de la Vierge Marie, et à faire applaudir Allah pour la sagesse de leurs enfants et fidèles. Mais le mal est ailleurs, dans les omissions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.